Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Les médias ont reparlé récemment de la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward et de son refus de l'implantation de nouvelles lignes d'Hydro-Québec sur son territoire. C'était à l'occasion du lancement du livre vert sur l'acceptabilité sociale du ministre Arcan. Nous vous avions déjà parlé de cette communauté qui s'oppose au projet de développement de la société d'État et nous posions justement la question: où commence l'acceptabilité sociale? Je vous invite d'ailleurs à réécouter cette émission. On va la mettre en lien sur notre page. Donc, avec ce dossier, Hydro-Québec n'est pas parvenu à faire la preuve justement de l'acceptabilité sociale de son projet. Un résident de Saint-Adolphe-de-Ward a d'ailleurs réalisé un documentaire qui le démontre assez bien. La petite municipalité des Laurentides a annoncé qu'elle entame des démarches à la Régie de l'énergie pour contester ce projet. Hydro-Québec, pour sa part, invoque une demande croissante en électricité dans les basses Laurentides et la nécessité de consolider son réseau électrique pour aller de l'avant avec son projet d'implanter donc une ligne de 120 kW kilovolts sur la cime des montagnes à l'est du village. Cette ligne de transport électrique relierait le poste Grand Brûlé près de Mont-Tremblant à Saint-Jérôme. Ce qui nous amène à vous reparler de tout cela, en fait, c'est la préservation du paysage des impacts de développement. C'est un enjeu qui a été évoqué de part et d'autre, au cœur des préoccupations des citoyens, mais aussi, on l'espère, de celles d'Hydro-Québec. Le paysage reste cependant une donnée complexe à analyser. Comment parvient-on à mesurer ces impacts et à trouver une solution qui pourrait justement rallier les deux parties? Pour nous parler de tout cela et bien plus encore, nous retrouvons Sarah Perrault, membre du comité aviseur de la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward et représentante de la municipalité au comité technique régional. Bonjour, et Isabelle. Journaliste scientifique. Bonjour. Nous sommes en compagnie aussi d'Hélène Genet, architecte paysagiste. Elle a été directrice de projet de paysage à la Conférence régionale des élus des Laurentides et a ouvert depuis son cabinet d'experts conseils. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, on va commencer avec Madame Perrault. Où en êtes-vous dans le dossier qui vous oppose à Hydro-Québec? Alors, comme vous le mentionniez, le projet a été déposé à la Régie de l'énergie après 3 ans, parce que ce projet-là a été présenté à la municipalité en mars 2013 aux citoyens. Et donc, la Régie de l'énergie doit ou non approuver ce projet-là. C'est un tribunal administratif en réalité et qui se penche surtout sur les aspects techniques et économique du projet, mais qui doit également prendre en considération d'autres aspects qui sont l'acceptabilité sociale, l'aspect environnemental, etc. Et donc, Hydro-Québec a déposé son projet avec le tracé à travers Saint-Adolphe, malgré qu'il n'y ait toujours pas d'acceptabilité sociale dans Saint-Adolphe, où passe le tiers du tracé. C'est quand même important de le souligner parce que c'est un projet qui touche 7 municipalités, mais le tiers du tracé se trouve à Saint-Adolphe-de-Ward et passe dans la portion la plus névralgique du territoire, c'est-à-dire en pleine zone de villégiature près du village. Et donc, Hydro a déposé ce tracé, cette solution, mais également des alternatives, dont l'une qui utilise les emprises existantes, qui est toujours considérée par Hydro-Québec comme la solution qui a le moins d'impact. Mm-hmm. C'est mentionné dans tous les documents qu'on peut lire à la Régie de l'énergie. Et également, c'est une recommandation faite récemment par le BAP à la suite du dossier de la Naudière, là, où il y a une contestation de ligne et eux ont eu droit à un BAP, ce qui nous, malheureusement, ne sera pas le cas. Et le BAP recommande à Hydro-Québec d'optimiser l'utilisation de ces emprises avant d'en ouvrir de nouvelles. Et donc, ce que la municipalité veut tenter de faire valoir à la Régie de l'énergie, c'est qu'un scénario utilisant les emprises existantes serait beaucoup plus acceptable pour la région et présenterait des impacts qui seraient moins grands et qui auraient moins d'impact également sur le plan économique pour la région. Donc là, il y a eu une demande de la part de la municipalité pour être entendue comme intervenant et une demande surtout pour la tenue d'audience, parce que la Régie a présenté le projet sans tenue d'audience, ce qui n'est pas anormal pour un projet comme celui-là, mais compte tenu des enjeux, compte tenu de l'ampleur de la contestation, la municipalité demande qu'il y ait une tenue d'audience, donc avec présence d'experts, qu'il puisse y avoir contre-interrogatoire, etc. Mais Hydro-Québec s'oppose à la tenue de ces audiences, ce qui, à nos yeux, est totalement inacceptable. Hydro-Québec ne devrait pas, comme société d'État, s'opposer à la tenue d'audience pour ce dossier-là. Mais malheureusement, actuellement,
ils ont décidé de déployer l'artillerie lourde pour pas qu'il y ait d'audience. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'enjeu du paysage qui est important pour la région des Laurentides. Elle a été d'ailleurs la première à se doter d'une charte des paysages, pas vrai, Madame Genet? Oui, tout à fait. En 2004, plusieurs MRC qui avaient formé une table de concertation des paysages des Laurentides ont décidé de se doter de cette charte des paysages. C'est l'une des premières au Québec. Il existait également une charte des paysages québécois qui a été créée, je pense, au début des années 2000. Mais dans les Laurentides, effectivement, je pense que les aménagistes et les élus, les commerçants, les développeurs étaient tous, les villégiateurs, évidemment, étaient tous très conscients là, que le paysage était une donnée très importante du développement et qu'il fallait le protéger. Ce sont surtout des grands principes, oui. Des orientations et des principes qui préconisent la protection des ressources paysagères, par exemple, la reconnaissance de certains lieux patrimoniaux, par exemple. Ça dépend donc de chaque charte. Oui. Évidemment, chaque région peut nommer les objectifs qu'elle recherche, là. Mais en gros, ce sont des objectifs qui sont généralement repris dans le cadre des outils d'urbanisme. Les municipalités peuvent, dans leur plan d'urbanisme, dans leur schéma d'aménagement, dans les MRC par exemple, peuvent reprendre ces grands principes et les traduire sous forme de règlement ou d'usage, par exemple, ou d'intervention particulière. Et par exemple, on peut dire dans les Laurentides, il y a plusieurs municipalités qui portent un grand intérêt au traitement, par exemple, de leurs artères commerciales. Saint-Sauveur, par exemple, est un exemple qui a été critiqué par certains, mais le cœur du village, par exemple, très ancien, s'est doté justement par l'outil du PIA, par exemple. Alors donc, on a traité les façades architecturales de façon à rendre l'ensemble intégré. Alors, il y a une protection des sommets aussi. Voilà, effectivement. Donc, les sommets dominants, effectivement, sont des éléments qui sont de plus en plus protégés par les différentes municipalités dans leur réglementation. Alors, tranquillement, je pense que les villes se dotent comme ça d'outils pour protéger le développement. Mais la charte en tant que telle n'a pas force de loi. Non, malheureusement, ça traduit, comme le disait Mme Genet, ça traduit une préoccupation qui est, à mon avis, extrêmement importante dans les Laurentides et d'où toute la contestation là, autour du projet de ligne à haute tension d'Hydro-Québec, parce que l'enjeu majeur dans ce dossier-là, c'est l'enjeu paysager. C'est sûr qu'il y a tout un volet environnemental lié à ça, mais c'est surtout l'enjeu paysager là, qui est au cœur de la contestation. Oui, Hydro-Québec a réalisé une étude nommée justement « Étude paysage » à propos de la ligne qui vous préoccupe, dont vous avez obtenu d'ailleurs copie. Par la loi d'accès à l'information, c'est important de le mentionner. En introduction de ce document, il est d'ailleurs mentionné que le paysage est l'un des principaux enjeux de ce dossier. Qu'en avez-vous pensé quand vous avez feuilleté ce document-là? J'ai été assez surprise parce que, surprise et non, parce que en fait, Hydro-Québec avait toujours refusé de nous fournir ce document-là, malgré que j'ai représenté la municipalité au sein d'un comité régional mis sur pied par Hydro-Québec à la suite de la contestation par les citoyens. J'avais demandé à voir le document. Hydro-Québec avait toujours refusé de me le remettre. Et finalement, c'est une fois la consultation terminée et tout le processus terminé et le projet déposé au ministère de l'Environnement qu'on a réussi à obtenir le document. Mais entre-temps, la municipalité avait demandé justement à Mme Genet de procéder elle-même à cette évaluation paysagère et elle en était venue à la conclusion que c'était un milieu qui était très sensible. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y implanter facilement des infrastructures sans créer d'impact sur le paysage et d'impact important. Alors qu'Hydro-Québec, dans les documents qui nous avaient été remis, qui était une carte, en fait, qu'on appelle une carte des paysages en 2013, selon cette carte-là, partout, pratiquement où passait la ligne sur le territoire de Saint-Adolphe, ils évaluaient que les risques d'impact étaient faibles. Alors, c'est ça qui nous a un peu surpris au départ et qui nous a amenés à fouiller ce volet-là. On ne comprenait pas comment ils en étaient arrivés. Et sincèrement, on ne comprend pas toujours comment ils en sont arrivés en 2013 à ces conclusions-là. Et c'est quand même sur la base de cette carte-là qui, aujourd'hui, on sait, était largement erronée, qu'ils ont basé leur tracé. Madame Genet,
Vous avez conçu un outil donc pour évaluer les impacts du paysage et des développements, qu'ils soient énergétiques ou autres. Pouvez-vous nous le présenter un petit peu parce que Madame Perrault parle de cette carte de paysage il y a des unités paysage, de l'influence de l'écologie. J'aurais voulu un petit peu que vous me parliez un petit peu de cette étude et donc de la carte. En fait, cette méthode qui date des années 90 là, est une méthode qui veut traiter des paysages de manière globale, c'est-à-dire à la fois tenir compte de la composition même du territoire, donc c'est-à-dire de la végétation, du relief, du milieu bâti, par exemple, des infrastructures existantes, mais également de la visibilité, donc des champs visuels qui sont présents sur le territoire, et également des perceptions, des valeurs associées à ces paysages. Et donc là, on s'en réfère à ce qui est connu, aux textes, aux documentaires, aux journaux. Beaucoup d'informations existent sur les lieux qui sont valorisés par la population locale, ou soit des lieux sont aussi valorisés sur le plan national ou international. Bref, le Mont-Tremblant, par exemple, est connu à travers le monde. Alors donc, cette méthode voulait, je dirais, changer un peu le mode d'évaluation des paysages qui reposait surtout sur l'impact visuel seulement. On plaçait des lignes, je disais avant les années 90, là, la méthode était de placer les lignes là où on ne voit pas, là où les champs visuels à partir des routes ou des principales habitations ne se rendent pas. Alors, ce qui fait que parfois des lignes se trouvaient dans des décors absolument fantastiques vus de routes locales ou de territoires en voie de développement. Alors, cette pratique a été revue et d'ailleurs était revue aussi dans d'autres pays. Là, c'est pas juste au Québec qu'on s'est mis à repenser à tout ça. C'était une façon de faire qui était remise en question un petit peu, je dirais, partout là où se font les développements dans les pays développés. Alors donc, cette méthode-là, donc au départ, permet de caractériser. Donc, j'en reviens donc toujours aux trois principaux aspects du paysage, la nature concrète du paysage, donc les caractéristiques, la forêt, la nature, donc les composantes, ensuite les champs visuels et ensuite les perceptions. La carte des paysages, donc, doit définir des unités. En fait, ce sont comme des espèces de sous-territoires, de zones, en fait, qui possèdent des caractéristiques qui sont homogènes et qui sont distinctes des entités voisines. Ce qui fait que, par exemple, une montagne comme le Mont Sapporo, par exemple, qui est juste face au village de Saint-Adolphe, qui est une montagne qui est la plus grande montagne de la ville, du village. Et de la municipalité. Et de la municipalité, en fait, le plus haut sommet. Est valorisé donc. Donc, en soi, c'est une composante géologique, géomorphologique importante en soi. En soi, elle est visible partout et donc elle a des flancs exposés. Donc, sur le plan visuel, voyez-vous, elle a des particularités qui sont très distinctes d'une vallée qui serait complètement visible d'une autre façon. Et en même temps, elle est valorisée pour des questions différentes. Donc, c'est symbolique, en fait. Voilà. Donc, ces cartes-là doivent représenter finalement un peu les enjeux qui sont distincts endroit par endroit sur le plan du paysage. Et donc forcément, en combinant ces facteurs-là, on arrive à déterminer si une zone sera susceptible de permettre là de passer une ligne ou non, un développement quel qu'il soit. À la limite, ce genre de méthode peut permettre d'évaluer les impacts de tout type de projet. Alors évidemment, plus on connaît le projet, plus on connaît ses caractéristiques physiques et techniques, plus on est en mesure d'évaluer l'impact, là. Mais à prime abord, on pourrait faire ce genre de carte-là pour un ensemble de projets de développement. C'est pas un nouvel outil, c'est utilisé, donc vous l'aviez dit, depuis les années 90, mais aujourd'hui, son application est peut-être différente. Expliquez-moi un petit peu, parce que l'humain aussi a son rôle dans la conception du paysage. En fait, la méthode, je dirais, est peut-être simplement
méconnue, en fait. Oui, Peut-être encore. que tous les consultants ne la connaissent pas. Ah, À l'époque, encore. il y avait eu de la formation que Oui. l'on avait faite. D'ailleurs, je travaillais pour des consultants qui travaillaient avec Hydro-Québec pour former des consultants parce que c'était une nouvelle approche. Et je suis pas certaine que depuis les 10 dernières années, peut-être, là, que tout le monde la connaît bien. En même temps, évidemment, certains critères peuvent être, comment je dirais, interprétés différemment. Oui, Certains parlent de la subjectivité du paysage. Justement, en 96, on avait mis à jour cette méthode, c'était justement pour aider les analystes à systématiser leur propre évaluation avec des critères et des grilles qui permettaient justement de mettre un peu d'ordre dans tout ça parce que c'est quand même complexe et voilà. Donc peut-être qu'effectivement toutes ces informations ou ces guides ne se sont pas rendus aux analystes, mais bon, bref. Parce qu'on avait réussi à mettre la main également par la loi d'accès à l'information sur l'évaluation paysagère réalisée en 2013. Donc, celle de 2016 établissait, comme on le mentionnait tout à l'heure, que les risques d'impact du tracé actuel étaient quand même considérables et on y affirme également que le paysage est une ressource essentielle au développement économique de la région. Donc, l'enjeu paysager est reconnu. Mais dans l'étude paysage de 2013 qui a servi à l'élaboration de la fameuse carte où on a relevé des anomalies ou des erreurs importantes, ben, notre conclusion, c'est que l'outil à ce moment-là avait été mal interprété, mal utilisé. C'était une analyse qui, à mon sens, était incomplète. Alors que ça devrait être, au contraire, un outil qui aurait dû être, pour lequel on aurait dû porter une attention particulière, considérant l'enjeu paysager. Et c'est un enjeu, en plus, la dimension qui ressort de ça aussi, juste faire une parenthèse, c'est qu'on parlait quand même à l'époque de structures de pylônes de 60 mètres de haut avec 12 câbles. 60 mètres de haut, c'est 2 fois la hauteur de la croix du Mont-Royal. C'est l'équivalent d'un immeuble de pratiquement 20 étages. Alors, c'est bien évident qu'on peut pas localiser ça n'importe où sur un territoire. Donc, il faut absolument tenir compte d'outils comme celui-là, ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est un non-sens à nos yeux. Ouais. En même temps, d'où la contestation, sûrement, également. Mais en même temps, l'outil, c'est un guide, évidemment, là, mais je pense qu'il faut aussi que les analystes aillent sur le terrain, le connaissent. Et parfois, bien évidemment, pour en avoir fait quelques-unes des études de ce genre, on ne peut pas connaître un territoire comme le peuvent les habitants, les résidents d'un lieu. C'est pourquoi la consultation est si importante, là. Et c'est souvent par les réels échanges avec la population qu'on est en mesure d'évaluer les lieux qui sont les plus susceptibles d'être sensibles, par exemple. Et j'ai remarqué que dans bien des études de ce genre, alors que l'on parle vraiment de construire à très brève échéance l'équipement, on devrait être en mesure de localiser tous les endroits importants à l'échelle locale, non pas à l'échelle régionale, comme ça a été fait sur les cartes que j'ai vues, mais à l'échelle locale. Donc, vraiment, pour les résidents d'un village, quels sont les lieux stratégiques importants à protéger? On devrait toujours, ce n'est pas juste dans un projet comme celui-ci, mais dans n'importe quel projet autoroutier, par exemple, dans un projet de développement domiciliaire, ce genre de préoccupation est important parce que on oppose toujours c'est un point important pour moi, la question de la protection des paysages versus le développement. On oppose toujours les deux concepts comme s'ils n'étaient pas compatibles, alors qu'en fait, il faut se mettre dans la tête que il y a moyen de mettre des lignes électriques, il y a moyen de faire des autoroutes encore peut-être, ou encore de les mais concevons nos projets de façon intelligente en les intégrant dans le territoire. C'est ce qu'on disait récemment.
ces infrastructures-là ou ces projets ne sont pas développés n'importe où. Ils s'intègrent dans un lieu, ils doivent s'insérer dans le développement du territoire. Et puis c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Mais d'ailleurs, la municipalité n'a jamais contesté. Les citoyens ont dit on s'oppose à une ligne. C'est pas vrai. La municipalité ne s'oppose pas à cette ligne-là. D'ailleurs, la municipalité, avec l'embauche d'ingénieurs retraités d'Hydro-Québec, a proposé des alternatives qui lui paraissaient moins dommageables, qui étaient d'abord la construction d'un poste sur son propre territoire. Hydro-Québec a revu sa planification de façon à ce que ce poste-là ne soit plus nécessaire. Après ça, la municipalité a demandé à Hydro-Québec de revoir le tracé de façon à le relocaliser pour qu'il tienne davantage compte des critères de localisation justement qu'on retrouve dans la méthode. Et Hydro-Québec a refusé de réévaluer le tracé de cette façon-là, ce qui aurait permis de réduire les impacts quand même de façon assez importante. Mais pour des considérations que moi j'estime d'ordre beaucoup plus politique qu'autre chose. Ça voulait dire s'approcher des voisins. Et ça, Hydro-Québec redoutait sûrement la contestation de ce côté-là. Donc, sans vraiment non plus apporter un argumentaire étoffé, ça a été rejeté, à mon avis, vraiment, sans vraiment en prendre se pencher sérieusement sur la chose. Et je me souviens très bien quand on a rencontré le ministre Arcan à l'hiver 2015, ça s'était terminé il nous avait dit de toute façon personne veut ça dans sa cour. Et on lui avait répondu mais monsieur Arcan, c'est pas ça notre discours. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on veut s'assurer que ces pylônes-là sont réellement à la bonne place. Et là pour le moment, toutes les études tendent à démontrer qu'ils ne seront pas à la bonne place et qu'il y aurait moyen de faire ça différemment. Oui, différemment, de faire mieux. Madame Jeunet, quand on se compare, on se console, mais pas cette fois. L'Europe et particulièrement la France seraient en avance sur nous en matière de gestion du paysage. Parlez-nous un petit peu de... Alors, en fait, il existe en Europe la Convention européenne du paysage qui a été signée par plusieurs dizaines de pays. Et en fait, c'est une vaste charte, en fait, si vous voulez, à peu près. Alors donc, et ils se sont entendus aussi sur certains produits qu'ils doivent rendre, et certains outils qu'ils doivent se doter. Donc, je connais particulièrement le cas de la France et celui aussi du pays entre parenthèses catalan, où j'ai vu certains ouvrages où, par exemple, effectivement, ils ont caractérisé d'abord, fait un plan de paysage, c'est-à-dire une caractérisation des paysages par unité qui ressemble étrangement là à celle que l'on propose. En fait, c'est simplement un peu logique là. Et en même temps mais ils sont allés plus loin. En fait, ils ont intégré ce genre d'outils, ce plan de paysage, c'est-à-dire à leur analyse des données qui seront nécessaires pour concevoir le développement futur de leur département ou de leur région. Donc, l'outil de paysage devient un outil intégré vraiment à leur analyse dans une perspective de développement dans le cadre de leur plan régional de développement. Alors, c'est intéressant. Et alors que dans notre cas, on le fait partiellement, projet par projet. Les schémas d'aménagement chez nous, par exemple, pour les MRC, vont reconnaître certains lieux d'intérêt qu'on appelle esthétiques, ce qui est un peu réducteur comme notion parce que tout ce qui est paysage n'est pas toujours esthétique en soi. Certains paysages, évaluer la beauté d'un paysage ne résout pas
toute la question de la gestion des paysages. Alors donc oui, je trouve qu'ils ont ils sont en avance, en tout cas chez nous. Certains critiquent ce genre d'outils, mais je pense qu'on peut s'inspirer largement de cette expérience. D'ailleurs, dans les Laurentides, pendant 5 ans, avec une équipe là pour la Crie des Laurentides, nous avons fait avec la table de concertation des paysages des Laurentides, donc 6 MRC sur 8 dans les Laurentides, justement un projet pour faire un plan de gestion des paysages. Alors, on a accompli pas mal de travail jusqu'à pendant 5 ans, jusqu'à la caractérisation des paysages sur la base écologique et l'analyse des lieux identitaires des Laurentides. Alors, ça sert de base finalement pour les aménagistes. Maintenant, reste à eux le travail de l'intégrer dans leurs propres outils de gestion urbanistique. Là. Oui, on souhaiterait qu'Hydro en fasse tout autant. Faire des cartes et faire même des simulations, ça résout pas tout parce que il faut quand même, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, rencontrer le monde, aller sur place pour évaluer. Surtout que certaines simulations pour anticiper les travaux sont pas forcément des bons outils de ce qu'on peut appréhender sur le terrain. Oui, il faut être prudent avec les simulations visuelles, mais j'aimerais juste préciser que dans le cas du dossier qui touche Saint-Adolphe, je pense que ce n'est pas uniquement la consultation qui a amené, qui expliquerait que Hydro-Québec est sous-évalué à ce point les impacts potentiels de son projet. Je pense qu'il y a eu carrément des erreurs de commises dès le départ. Mais les simulations visuelles, c'est un outil avec lequel il faut être extrêmement prudent. Ça donne le point de vue d'un observateur en un lieu donné et c'est réalisé à partir d'une photo. Et un appareil photo, je suis bien placée pour en parler. Je suis neurobiologiste de formation et j'ai travaillé sur la vision notamment. Ça ne reflète pas du tout le point de vue d'un humain. Pas du tout. L'œil ne perçoit pas de la même façon qu'un appareil photo. Il y a un effet de proximité quand on est sur place qui est beaucoup plus grand, une perception des détails aussi qui est beaucoup plus grande. Le champ visuel est plus réduit chez un être humain que sur un appareil photo. Donc, il faut être très, très prudent. Malheureusement, Hydro-Québec utilise abondamment cet outil-là. Parce que c'est facile à interpréter, mais c'est un peu naïf. Aussi, les gens veulent voir, mais en même temps, il faut le prendre avec des pincettes. Faut être très très prudent avec ça. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. On était en compagnie donc de Sarah Perrault, membre du comité avisol de la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward et représentante de cette municipalité dans le dossier, et de Hélène Genès, architecte paysagiste. Merci à toutes les deux. Et merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Vital Côté. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM en rediffusion ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats et avec son accent chinois, il